Alors, si les anciens fondateurs t'entendaient, ils te tireraient les oreilles. Il faut que tu y ailles, t'as plus le choix. T'as pas le choix, on va pas te laisser le choix. C'est quoi le plus grand changement, la plus grande nouveauté que tu as apporté toi au musée sur... Qu'est-ce qu'on fait? On boit un coup, on a une petite surprise. Ah! Alors, petite surprise d'un petit compagnon local dans Devoir Libre. Uh-huh. Une de mes connaissances? Il se peut. Alors montre la pochette mystérieuse, le super emballage. Ah ouais, le point d'interrogation. Il n'y a pas une marque secrète, non? Non. Donc, on a fait un petit podcast avec le compagnon Barjou. Je sais pas si tu... Ah! Mon ami Périgord le vif argent. Qui du coup te fait passer une bouteille. Uh-huh. Tiens, avant de l'ouvrir. Ah ouais! Sainte-Anne Bordeaux 2021. Alors qu'est-ce que la Sainte-Anne? La sainte patronne des menuisiers ébénistes. D'ailleurs, on dit Sainte-Anne ou Sainte-Tatane? Sainte-Anne, s'il te plaît. Coupeur d'oreilles, va. 2018, il y a une raison particulière, il y a une symbolique entre vous ou pas? Pas du tout. Je ne pense point, parce que je le connais depuis plus longtemps que ça, mon ami Périgord, donc non. Ou alors j'ai perdu la mémoire, mais Ou alors t'es foutu. je ne pense pas. C'est un code, c'est numéraire. Alors, 2018, donc 11. Alors, 1 2 plus 1, plus 2. 1, 3, 3 plus 8, 11. Ah, tu sais, c'est Non, le 11, c'est rien, ça. Ouais, 3 étoiles. Ouais. On est le 3 partout. GBR. Oula, on va éviter. Hein. Ouais, mais merci beaucoup, mon frérot. Allez, j'ouvre. Alors, c'est pas fait exprès. Mais du coup, il y a eu un petit podcast des verres de grains de vérité. Donc, j'ai sorti des verres de ma collection. Bah, il s'avère que c'est les verres de la Sainte-Anne 2011 de Lyon. Des menuisiers et serruriers du devoir de liberté. Voilà. Menuisier et serrurier. Oui. Ok. Les Gavot, c'est menuisier et serrurier. Ok. Ouais. Et donc, cette Sainte-Anne, c'est la première Sainte-Anne que j'ai faite avec Bruno, D'accord, ok. le pays Barjou. Ah, trop marrant. Voilà. Donc, Noël dédicace. Du coup, tu peux nous expliquer la différence Gaveau, Devoiran, un peu d'histoire, d'où ça vient, pourquoi, si ou pas? Donc, devoir de liberté, Devoiran, la différence, si je puis me permettre, c'est que, initialement, on est tous du même rite, hein, on est avant tout des compagnons menuisiers. Cependant, on sait que, comme dans le compagnonnage encore moderne actuel, hein, il y a les divergences entre les hommes, avec un H majuscule, qui fait en fait que il n'y a plus d'entente particulière entre les uns et les autres, et puis certains veulent prendre leur indépendance. Donc là, à un moment donné, les compagnons menuisiers n'étaient plus en phase collectivement, donc certains ont voulu prendre leur liberté, et donc on crée les compagnons menuisiers non du devoir. Donc on peut voir d'ailleurs un document historique au musée du compagnonnage où il y a l'en-tête justement un compagnon menuisier non du devoir. Et donc cependant ça sonnait pas trop bien. Donc ils ont changé rapidement de nom pour se dire on a pris notre liberté, donc ça sera compagnon menuisier du devoir de liberté. Voilà. Alors il n'y a pas de question comme certains ont pu l'écrire, c'est pas des non-catholiques ou des protestants qui sont du devoir de liberté. Hein. Il y a pas de cette notion-là n'existe pas. Donc ça, je pense que Périgord a dû vous le dire. Donc voilà, tout simplement, voilà, c'est né d'une scission, qui a eu. Vers quelle époque? On est vers 1640 à peu près par là, où
où donc les menuisiers se séparent et donc il y a ces deux courants qui arrivent et donc du coup ils ont pris leur inspiration et puis voilà, il y a eu une tentative de rapprochement suite au conflit comme je disais précédemment avec les guerres, etc. Donc c'est vrai que ce compagnonnage des menuisiers du devoir de liberté était en phase de crise dans le sens où il y avait de moins en moins de compagnons, quasiment plus de jeunes ni rien. Et donc pour sauver leur devoir, ils ont tenté plusieurs projets de fusion avec les menuisiers du devoir, donc les devoirants. Donc en 1886 par exemple. Puis après, plus récemment, plus proche de nous, dans les années 50. D'ailleurs, il y a quelques gaveaux qui ont été membres du bureau des assises de l'association ouvrière, notamment. Il y avait aussi sur Bordeaux, par exemple, aussi un gaveau qui était professeur, qui donnait les cours de trait pour les devoirants, et ils étaient à toutes les Saintes-Annes des devoirants. Même la maire des Gavots de Bordeaux assistait à nos fêtes des devoirants, etc. Mais comme il a dû vous le dire, il y avait un compagnon tenace sur Limoges, Pierre-Louis, qui a dit non, il faut qu'on garde notre indépendance, etc. Et donc le projet de fusion s'est arrêté là. Et fort heureusement pour eux, à travers la fédération compagnique, ils ont pu avoir bénéficié d'une bouffée d'oxygène et de pouvoir accueillir de nouveaux jeunes, etc. Et rapidement, donc les Gavots se sont remis sur les champs et donc aujourd'hui le devoir des Gavots se porte bien. Parfait, merci pour Voilà. cette interlude. Santé au Gavot et à Périgord du coup. Ouais. Voilà, santé Périgord, le Vif-Argent, la bise à Eliane, sans oublier ceux qui l'ont été et ceux qui le seront. Du coup, recentrons-nous sur pourquoi on est là. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la Mopo? Alors si les anciens fondateurs t'entendaient, ils tireraient les oreilles. Parce que Parce j'ai que pas Mo- dit recette. Parce que Mopo, ça se dit pas. C'est maison de l'outil voilà, de la pensée d'accord. ouvrière. Cependant, J'ai vu plein de petits flyers et tout, Mopo. ben oui, je sais, je te l'accorde. Parce que le logo, en fait, de la maison de l'outil, c'est l'anagramme, donc c'est Mopo. M-O-P-O. Donc c'est pour ça qu'on dit Mopo. Donc il y a eu de grandes discussions à travers cela. Et donc la maison de l'outil est née d'une rencontre entre un père jésuite, le père Feller, Paul Feller, père jésuite, donc comme je disais, qui était basé sur l'île, et un compagnon menuisier, notamment Adrien Lantais, donc le compagnon Morando, donc qui était conseiller au Tour de France à l'époque, et qui œuvrait à trouver des villes potentiellement d'accueil pour une maison de compagnons. Donc il était provincial de Reims, donc il a œuvré pour différents sièges, donc Troyes notamment, Lille, Le Mans, en passant par d'autres. Mais sur l'île, donc quand il prospectait sur l'île, il a rencontré donc ce père jésuite, et puis donc il a assisté à une conférence que le père Feller faisait. Et à l'issue de cela, voilà, ils ont échangé, et puis de là a émergé l'idée de pouvoir faire quelque chose ensemble. Donc les jésuites, c'est eux qui ont les meilleures bibliothèques, les plus grandes richesses au niveau des bibliothèques, c'est chez les jésuites, dans leur collège, comme on dit. Ils avaient bon nombre d'ouvrages, et le père Feller a eu la chance de pouvoir rassembler un certain nombre d'ouvrages concernant la culture ouvrière. Donc dans l'espace où nous sommes aujourd'hui, notamment, donc là c'est le fond ancien de la bibliothèque. Au-dessus de notre tête, il y a le fond contemporain. Donc on a 35 000 ouvrages dans cette bibliothèque. On est la deuxième bibliothèque technique de France après Forney, à l'hôtel de Sens à Paris.
sur cette thématique. C'est pour ça qu'on a Maison de l'outil. On était précédemment, on a pu découvrir quelques vitrines et autres ensemble. Et donc Pensée ouvrière à travers cette bibliothèque que nous avons. Voilà, et donc suite à cette rencontre et puis des décisions qui ont été prises nationalement lors d'assises du compagnonnage, a été fondée donc cette maison de l'outil et de la pensée ouvrière qui a été inaugurée en juin 1974. Donc qui regroupe 12 000 outils présentés dans 65 vitrines et donc tous ces ouvrages. Alors cependant, malheureusement, le père Feller n'a pas connu très longtemps cette maison. Parce que donc, du coup, il était de Lille, il est descendu sur Reims. Donc, il était à la Maison des Compagnons de Reims, boulevard Charles Arnoult. Donc, il avait des espaces dédiés pour nettoyer les outils, faire des recollements, etc. À ce niveau. Et donc, ensuite, il est arrivé sur Troyes pour mettre en place et commencer à disposer des lieux de l'hôtel Mauroy et ensuite de commencer les présentations d'outils. Parce qu'aujourd'hui, la scénographie que vous avez pu découvrir, qui est très atypique et propre à la maison de l'outil, en 74, c'était pas vraiment le cas. Donc il y avait juste 2 vitrines qui étaient finalisées comme on l'a pu les découvrir tout à l'heure, donc les haches et les truelles qui étaient présentes. Sinon, après, c'était des petites tables vitrines avec quelques outils présentés comme cela. Et donc en 74, les espaces étaient remplis par des maquettes, des travaux de réception et quelques meilleurs ouvriers de France aussi dans les différents espaces pour combler en fait le vide. Malheureusement, le père Feller, il est tombé malade. Donc à l'automne 78, il est retourné sur l'île. Ouais, c'est un petit bruit, c'est lui, il est pas content de là-haut, il nous dit On dit pas le père Feller. Voilà. Monsieur Feller. Ah bah non, surtout pas de monsieur. Non, je me permettrai pas, en plus c'est un père jésuite qui m'a marié, alors on ne peut pas dire de mal des jésuites. Et donc il est retourné dans la congrégation sur l'île en l'automne 78 et malheureusement il est décédé donc en janvier 79. Donc nous, les compagnons, s'étaient engagés auprès des jésuites de continuer cette œuvre, etc. Et donc ce qui a été chose faite, évidemment. Adrien Lantais, donc le compagnon Morando, comme je disais tout à l'heure, il s'est avéré que c'était donc le premier directeur de la maison, de l'outil, et de la pensée ouvrière. Donc il a été directeur ici de 1974 jusqu'à 1996. Oui, gros mandat. Voilà, gros mandat. Donc il a pas mal œuvré ici pour bâtir cette maison, enfin cette collection, etc. Donc moi, il s'avère aujourd'hui, moi je suis le 4e directeur. Sur 4 directeurs, on est 3 potes à colle. Forcément compagnon. À ce jour, c'est encore un compagnon. Ouais, c'est que des compagnons qui ont géré la maison. Donc le compagnon Morando, Adrien Lantais. Ensuite, il y a eu le compagnon Pascal, Serge Le Dauphiné, qui lui compagnon serrurier du devoir, qui a fait 10 ans de mandature ici. Et ensuite, mon prédécesseur, le pays patient, Yannick Le Bourguignon, qui a fait 7 années ici à la maison. Et moi, j'en suis à la 11e. Ouais, c'est voilà. un gros mandat quand même à chaque fois. Oui, parce que en fait, statutairement, il n'y a pas de notion de temps dans le mandat. Et c'est ce que justement, je suis en train de travailler sur les statuts, modification des statuts de la Maison de l'Outil, parce que la Maison de l'Outil est une association propre. Donc, association de la Maison de l'Outil et de la Pensée ouvrière, on est complètement indépendant par rapport au CDTF, à l'Association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France. Donc, je suis en train de travailler sur la modification des statuts et revoir aussi cette notion que le directeur est forcément un compagnon du devoir. Il n'y a pas de notion de durée de mandat, etc. Donc, à mon sens, il serait bien de modifier cela pour apporter du renouveau régulièrement, comme on le fait dans nos propres institutions, où c'est 2 fois 5 ans maximum, pour laisser la place, afin de renouveler un petit peu les idées,
puis d'apporter un nouveau souffle, etc., etc. Tu partirais sur 2x5? Pas forcément, mais voilà, comme pour les mandats d'administrateurs, aujourd'hui, il y a des administrateurs, ça fait 16 ans qu'ils sont là. Bon, voilà, donc là, c'est une notion aussi qu'on m'a demandé de travailler. Donc là, je serai sur 2x3. Bon, après, ça sera soumis au vote, bien évidemment, mais pour l'instant, le document de travail, il est établi comme cela. Ouais. Et pas forcément compagnon? Au niveau des administrateurs, non, pas forcément compagnons. Justement, bon, là, il y a 8 administrateurs. Sur les 8, il y a 7 compagnons. Donc, bon, c'est un peu... et moi, j'ai souhaité, justement, d'intégrer des personnalités du territoire local, le conservateur général des musées, parce qu'ici, on est musée de France, quand même. Donc, c'est important qu'il soit présent. Voilà. Aussi, des services de l'Office du tourisme, pour le rayonnement, etc. Et puis la personne liée à la culture du département, encore une fois pour le rayonnement du territoire, parce qu'ils sont au fait de voilà, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc. Même si moi je suis membre de conseil d'administration dans ces différentes entités. Cependant, c'est bien quand même pour nous, pour l'entité de la Maison de l'Outil de la Pensée ouvrière, que ces personnes soient là, présentes pour amener une autre expertise qu'une expertise de compagnon. Tu penses que ça a toujours été des longs mandats jusqu'à présent parce que c'est des projets qui sont longs à mener et que les personnes qui sont dans ce mandat-là veulent arriver au bout de leur projet et que ça prend du temps, ou c'est plus parce qu'il manque aussi de postulants Alors, je dirais que pour Adrien Le Nantais, lui c'est l'âge de la retraite qui a mis fin... Même s'il souhaitait rester, mais le premier conseiller de l'époque a dit il faut que tu arrêtes maintenant. Hein, donc il y a eu une petite année où justement il n'y avait personne pour reprendre la place. Donc ils ont mis quasi un an à trouver un compagnon pour prendre la place. Donc le compagnon serrurier est arrivé et donc il a fait 10 ans et puis il est arrivé à la retraite. Et donc il a fallu trouver un autre un autre compagnon, pardon. C'est vrai qu'on est 4 pays. Oui, c'est des pays. Voilà. C'est des pays. À votre santé, les frérots, bon vin rouge. Et donc, après, Bourguignon, Yannick avait des projets personnels, voilà, qui fait que, au bout de cette année, il a rendu la direction de la maison, mais il avait tout préparé au préalable, donc il avait bien signifié ses projets au conseil d'administration, aux membres du conseil du compagnonnage. Donc voilà, les choses avaient été anticipées, il avait fait ça bien. Donc voilà. Et moi, voilà, on verra comment ça se passe. Tu ne te vois pas arriver à la retraite Ah, pas du tout. Pas du tout, je le dis humblement, ils le savent très bien d'ailleurs. Hein, ils le savent très bien, justement, moi je suis partisan de dire il faut un nouveau souffle, un nouveau regard. Au bout de 11 ans, c'est pas que c'est la routine, mais disons qu'on a peut-être moins d'énergie, parce qu'on est dedans depuis un certain temps. On a pu l'expertise de l'œil nouveau en arrivant, même si je connaissais la maison évidemment au préalable. Mais donc voilà, ça serait bien. Et donc c'est pour ça que aussi dans ce projet de modification, une ouverture possible à une conservatrice ou un conservateur diplômé en gestion muséale. Justement, ça serait quoi pour toi les prérequis pour avoir ce poste-là de directeur de la maison ouvrière? Les prérequis, c'est avoir quand même une certaine connaissance de la thématique qui est quand même particulière ici, hein, quand même, Maison de l'Outil de la Pensée ouvrière. Donc c'est vrai que quelquefois ça peut effrayer certains. Il y a des visiteurs qui s'interrogent quand ils arrivent dans la cour. Ouais, Maison de l'Outil de la Pensée ouvrière, il y en a une fois, pour l'anecdote, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Une personne qui me dit il manque plus que le marteau et la faucille et puis c'est bon. C'est bien ça. Ça manque de rouge. Et donc voilà, j'ai vu que vous aviez fait justement les rouges ouais. en podcast. Et donc
Je dis oui, certes, mais après, il faut découvrir justement les collections, etc. Et donc, voilà. Donc, il faut avoir quand même une connaissance voilà, de la culture ouvrière, du monde ouvrier, de l'outil, etc. Je n'ai pas la prétention de connaître les 12 000 outils présentés dans les vitrines. C'est vrai que de temps en temps, hein, j'ai un œil furtif avec mes super lunettes sur le cartel, hop, Pour voir ce que c'est. pour vérifier que je vais pas écorcher le nom ou quoi. Mais non, pour revenir un petit peu au but de la question, voilà, simplement avoir l'envie de partager la belle histoire de cette maison, de cette collection, voilà, tout simplement. Donc après, prérequis, voilà, c'est ça pour un compagnon, parce que je connais pas de compagnon encore qui est diplômé dans ce milieu-là, muséal. Bon après, on peut aussi, donc le but c'est d'ouvrir cela avec, parce que ici sur la ville de Troyes, il y a une école supérieure justement qui forme dans ce milieu de mémoire et patrimoine. Donc pourquoi pas laisser une jeune diplômée ou un jeune diplômé prendre le poste là, toujours avec la gérance via le conseil d'administration par les compagnons, parce que statutairement, le premier conseiller est le président de l'association de la maison de l'outil de la pensée ouvrière. On avait potentiellement voulu modifier cela, mais les administrateurs ont décidé de laisser comme cela. Donc voilà, on garderait la mainmise sur la gérance des collections, parce que les outils et les ouvrages de la bibliothèque, c'est l'association ouvrière des compagnons du Var et du Tour de France qui en sont les propriétaires. D'accord, donc tout ce qui est ici est propriété de l'association ouvrière. Tout à fait. Donc tu en as la gérance. Oui, la gouvernance globale, ouais. Donc après, le directeur ou directrice, hein, parce que bon, compagnon ou non compagnon, resterait sous la gouvernance de l'association ouvrière. Tu as passé ces diplômes, toi ? Pas du tout. Tu peux faire valoir les acquis, certainement, maintenant ? Oui. Ça t'intéresse ? J'en ai déjà fait. Est-ce que tu vas en faire d'autres ? D'ailleurs, pour la petite anecdote, lorsqu'il y a eu mon ami Laurent Bastard, que je salue s'il nous écoute, est parti à la retraite. Hein, donc Laurent Bastard, qui était l'ancien conservateur du musée du compagnonnage de Tours. Donc le musée du compagnonnage de Tours est un musée municipal, hein, pas comme nous ici à Troyes, même si l'hôtel Morois appartient à la ville. Nous sommes un musée entre guillemets privé. Donc là, à Tours, pour en revenir à Tours, lors de son départ, j'ai été contacté par les services de la ville de Tours pour potentiellement reprendre la place de Laurent au musée du compagnonnage de Tours. Donc pour cela, vu que il fallait ouvrir, vu que j'étais pas fonctionnaire, il fallait ouvrir comment on peut dire ça, sa candidature, quoi, pour postuler au poste, répondre à la candidature. Il fallait qu'ils ouvrent au non-fonctionnaire, contractuel. Donc ce qui a été fait, et donc à partir de là, on m'a demandé une clause que malheureusement, j'ai pas pu répondre, pas un point de vue non professionnel mais familial. Donc du coup, j'ai décliné. Donc du coup, pas de Tours pour toi. Non, je suis pas allé à Tours du coup. Musée intéressant pourtant. Mais c'est comme ça. Et puis aujourd'hui, je suis très content que ce soit Virginie qui gère le musée de Tours, Virginie Tostin. Qu'on salue aussi, parce que elle connaissait pas le compagnonnage plus que ça, et donc elle a su s'entourer aussi avec ses équipes,
Et elle fait de très belles choses, justement. Et là, il va y avoir une prochaine exposition sur les femmes dans le compagnonnage qui va être belle aussi. Donc, ça sera prochainement. Ouais. Incessamment sous peu. Où il y aura le travail, si je dis pas de bêtises, de Parisienne la bienvenue. Ouais, Tout à fait. D'Aurélie Ouais. Régnier qu'on a vu dernièrement au Il y sera. Ouais. podcast. Mais ce qui me fait rebondir du coup sur le fait que avec le profil de Virginie qui arrive à faire sa place dans ce musée du compagnonnage sans être ni d'un milieu ouvrier, ni d'un monde compagnonique, qui C'est arrive ça. à faire sa place. Si je puis dire. Exactement. Et donc, ce que j'allais dire, est-ce que tu penses qu'un profil hors ouvrier peut prendre la direction du musée de la pensée ouvrière Oui, tout à fait. à Troyes, sans avoir passé un peu de temps sur l'établi, sans connaître un peu la Tout à fait. sensation d'outil dans la main. Mais du coup, oui, en fait. Oui, tout à fait, parce que de toute façon, par rapport à une formation diplômante dans le milieu de la conservation de collections patrimoniales et autres, il y a des notions, voilà, on n'a pas forcément besoin d'avoir une connexion, d'avoir œuvré dans le milieu ouvrier pour comprendre les collections, etc. Parce que, hormis la fonction de l'outil en lui-même, il y a toute la notion de muséographie, d'accueil, d'accompagnement, de faire vivre cette maison, etc. Donc, et tout cela, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir été à l'établi pour avoir ces connaissances-là, bien au contraire. Comment t'en es arrivé à ce poste-là, à ce projet-là? T'es pas passé de compagnon itinérante, t'es passé directement à la Mopo, à la maison ouvrière, pardon? Non, pas du tout, pas du tout. J'étais donc, une fois que j'ai été reçu, j'ai fait une année de compagnon itinérant à Besançon, enfin à Saône, à côté de Besançon. Après, je suis allé sur Paris, au siège social, à l'Encyclopédie des métiers, donc pour rédiger un sujet, parce qu'à la base j'étais parti pour un sujet lié à l'histoire. Donc c'était l'histoire et l'évolution des assemblages en menuiserie, donc du néolithique jusqu'à la fin du XXe siècle. Et donc j'ai écrit ce sujet pendant un an. Pour l'encyclopédie des musées qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, l'encyclopédie des métiers, la collection des encyclopédies des métiers, donc et là dans la thématique menuiserie et ébénisterie. Donc suite à cela, je suis resté un peu plus longtemps à l'encyclopédie pour pallier à l'arrivée de la nouvelle équipe qui arrivait pour écrire les sujets suivants. Et puis de là, on m'a sollicité pour être prévôt. Donc j'ai pris la gage de prévôt sur Reims, parce que il y avait un petit souci avec le prévôt en place, et donc on m'a demandé si j'acceptais, parce que moi j'avais pas prévu d'être sédentaire à Reims, honnêtement. J'avais mon projet à côté de Marseille pour accompagner un compagnon que j'apprécie énormément, qui avait perdu son ami et frère en devoir, donc ils étaient associés tous les deux, et qui est décédé brutalement. Et donc j'avais prévu de descendre à côté de Saint-Maximin, pas loin là-bas, donc à Ollières, pour accompagner Jean-Pierre, le Montpellier. Et donc c'était mon projet en fait de descendre là-bas. Puis il s'avérait qu'on m'a proposé la gage de prévôt à Reims, donc j'y suis allé. Parce que quand on te propose quelque chose, notre devoir c'est on y va quoi. On recule pas, on avance. Et donc j'y suis allé, et puis c'est là que j'ai rencontré mon épouse, et donc du coup je suis pas descendu à Marseille, je suis resté à Reims, voilà, et puis j'y habite toujours à Reims. À 300 mètres du siège. Parce que mon épouse, c'était ma voisine quand j'étais prévôt. Voilà, tout simplement. Et donc, les prévôts de Reims, là, leurs voisins, c'est mes beaux-parents maintenant. Tu fais ta gage de prévôt pendant 2-3 ans.
C'est ça. Et puis après, je retourne à l'établi. Allez, tu retournes. Ouais, je suis retourné à l'établi en entreprise, donc dans une entreprise de monument historique. Donc je passe un an. C'était une SCOP. Donc on était 2 compagnons sédentaires à avoir travaillé dans cette entreprise-là déjà au préalable. J'avais fait quelques mois, moi, en transit avant d'aller à Lagache, justement, à l'encyclopédie. Et donc, du coup, on n'est pas resté dans l'entreprise. On a fait un an dans l'entreprise. Donc moi, j'ai intégré une autre entreprise, 2 compagnons aussi, dans laquelle j'avais fait mon fameux prestage à l'époque. Ah oui. Ouais, Retour parce à la que case départ. il s'est avéré que le compagnon qui m'avait accueilli à ce moment-là est tombé malade. Et donc, du coup, j'ai été pour le remplacer. Bon, il est puis rapidement décédé, malheureusement. Et donc, je suis resté 4 ans, ouais, 4 ou 5 ans, je sais plus, dans cette entreprise-là. Puis après, on m'a sollicité pour finir l'encyclopédie de la menuiserie. Parce qu'il restait encore des sujets historiques à rédiger. C'est écrit sur combien de temps l'encyclopédie? Ça a commencé en 1998 Ah oui. et ça s'est terminé en 2009. Ok. 9-10, la dernière Alors, publication. tu étais quasiment du début. Moi, j'ai fait 2000. Et puis après, j'ai fait 2007 jusqu'à 2010. Et après, j'ai intégré, donc on m'a proposé de prendre la mission au centre de la mémoire. Étant donné, on m'avait sollicité parce que, vu passionné d'histoire, etc., et puis en tant global, et puis aussi sur le compagnonnage. Donc, on m'a proposé de gérer le centre de la mémoire, qui venait de se construire, hein. C'était une création, donc il fallait partir de zéro, entre guillemets. Et à partir de là, je te coupe, le but du centre de mémoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'archiver. Voilà, c'est d'offrir un lieu pour les corps de métier, hein, et puis les compagnons, de sauvegarder leurs affaires dans de conditions dites muséales, hein. Donc, on a constitué le centre de la mémoire suivant le vademecum de conservation préventive des musées de France. Donc avec régulation de la chaleur, de la température, de l'hygrométrie, etc., le renouvellement d'air, le mobilier adéquat aussi. Donc de proposer ce lieu en fait pour que les corps de métier sauvegardent leurs affaires, pour que ça traverse le temps. Le vademecum, c'est le cahier des charges. C'est ça, ouais. Et donc voilà, c'est un lieu où les déposants en fait gardent la maîtrise en fait de la gestion de leurs affaires. Donc c'est eux qui décident ce qui est consultable, pas consultable, et par qui et comment, etc. Et donc il y a possibilité donc de venir consulter les archives sur place. Au préalable, on avait monté une exposition. Dans un premier temps, en lien avec une collection d'un compagnon, donc le compagnon Edline, Tourangeau-la-Franchise, qui était compagnon boulanger, qui avait œuvré pas mal durant sa vie de compagnon, à rassembler en fait des archives, des attributs compagnoniques, lithographies et ainsi de suite, tout ce qui traitait au compagnonnage, et même un peu plus loin des fois, dans une collection propre, et donc que la famille, suite à son décès, a transmis au centre de la mémoire, donc avec le souhait qu'elle soit présentée. Donc c'est ce que l'association ouvrière a fait donc, au centre de la mémoire. Bon, après, faute de place, et puis vu que la province d'Angers voulait récupérer de l'espace, donc on a divisé cet espace, donc on a démonté l'expo et créé de nouvelles réserves, parce qu'en fait j'avais plus assez de place pour conserver toutes ces affaires dignement, et donc on a recréé un nouvel espace. Donc aujourd'hui on peut toujours venir consulter, il suffit de prendre rendez-vous, donc archive au pluriel @compagnonvillevoir.com.
Donc tout est consultable ou il faut au préalable seuls les documents validés par la Ouais. corporation sont consultables. Tout n'est pas C'est ça. consultable en fait. Non. C'est-à-dire que tu vas avoir certains Il y a documents des- sensibles, des rituels, etc. qui sont pas- Voilà, oui. Après, c'est les corps de métier, enfin le déposant au sens large, parce qu'il n'y a pas que des corps de métier qui déposent, il y a des compagnons individuellement qui déposent, il y a l'association ouvrière qui dépose. Donc après, c'est suivant, suivant ce qu'est la règle qui a été établie initialement au dépôt. Moi, je dis, voilà. Souvent, on me dit, est-ce que voilà, je souhaiterais consulter des affaires liées à un nom de compagnon très précis, soit à un corps de métier précis, etc. Et donc moi, je réponds si j'ai ou j'ai pas. Et suivant la réponse à l'issue, de dire c'est consultable ou pas. Et après, on prend rendez-vous, puis voilà. Donc tu as un fichier qui recense tout ce qui est déposé Ouais, là. au centre de mémoire. C'est dangereux ça, Christophe. Lechon. Ah non, mais bien sûr, il y a, Ah ouais. il y a un fichier. T'as un fichier et donc t'arrives à. Enfin, tout est recensé. Tout à fait. Du coup, là, si j'ai un document que je veux déposer, Ouais. je Prends contact avec moi. je prends contact avec toi, mais du Mm. coup, je reste propriétaire de ce document ou après c'est la corpo qui est C'est- propriétaire, c'est la sauce. C'est toi qui décides. Ah, tu peux rester. Bah, si tu déposes, soit c'est un dépôt, soit c'est un don, soit c'est un leg. Il y a 3 notions. Un like, c'est. du coup. Bah, leg, tu lègues, donc Ah, tu lègues. voilà. Ok. Donc ça peut être il peut y avoir une notion pécuniaire associée. Le don, en fait, donc c'est un don, tu le donnes, voilà. T'es plus propriétaire, plus rien. Il n'y a pas de notion pécuniaire derrière. Là, tu le donnes, si tu devais faire un don, tu le donnes au centre de mémoire directement ou à l'association ou... Par déclinaison, en fait, ça devient propriété de l'association ouvrière. Ouais, l'association est propriétaire du centre de Tout mémoire. à fait. C'est pas identitaire. Comme il faut savoir que le dernier article des statuts de l'association ouvrière, toutes les corporations anciennes, etc., et qui ont adhéré à l'association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France, tombent statutairement dans le fond de la OCDTF. Heureusement Voilà. qu'on n'a plus rien. Ça implique quoi, du coup, ça? Ça implique que tu n'as pas d'archives. Si tu fais partie de l'association, tes archives sont propriété de l'association. D'accord. Et du coup, en tant que métier, ça change quoi à la vie du métier? Moi aussi, les archives, c'est pas C'est pas ton dada. c'est pas ma passion. Non, mais voilà. Et du coup, je me rends pas réellement compte des gens comme vous qui êtes passionnés de recherche, d'histoire et tout ça. Qu'est-ce que ça change d'avoir les archives au centre de recherche, à l'association ou dans le coffre de corpo, en gros? Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as plus de coffre de corpo puisque tu n'as pas de corpo. Tout est propriété de l'association. Donc, s'il n'y a pas de scission réellement, tu prends rien. Puisque rien n'est propriété. Si le métier et les tonneliers, par exemple, décident de partir, de quitter l'association, tu ne peux rien prendre puisque rien n'est à toi en fait. Tout est à l'association. Tu pars sans rien. Voilà. Donc tu es obligé de recréer. Alors il faut voir statutairement, mais est-ce que tu es obligé de recréer une corporation à part ou est-ce que tu pars avec tes statuts? Est-ce que. Voilà. Il y a eu des exemples. Hein, Oui, il y a eu des exemples il y a de pas si longtemps. de Mais corps de tu métier pars qui pas ont avec tes quitté archives. l'association ouvrière, enfin complètement ou partiellement, ça dépend. Complètement, Donc, c'est plus simple. Enfin, Oui, c'est plus simple. certes. Ouais. Le corps de métier part. Donc c'est une Mm. entièreté. Du moment qu'il t'en reste quelques-uns. C'est ça. Est-ce que c'est une scission? Du coup, c'est pas un départ, c'est pas une désadhésion. Voilà, c'est pas le propos d'en parler là, mais oui, comme tu dis fort justement, Bordelais, il y a des cas de 2006 par exemple, où là, du coup, ça permet. Enfin, disons que cette scission a fait que les restants en fait au sein de l'association ouvrière, ils avaient quasiment plus rien, donc ils en ont profité pour repartir de la tradition orale. Et puis de se dire, on met un coup de neuf un peu dans tout ça, dans les usages, etc. Et d'aller de l'avant dans ce sens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, 2006, donc tapissier.
Ouais, c'est les métiers du cuir qui ont quitté l'association ouvrière. Et là, c'est un départ, excuse-moi, c'est un départ, c'est une désadhésion. Oui, c'est ça. Et certains sont restés, mais de leur Oui. propre chef. Mm. Mais le métier est parti. Ouais. Voilà. Et donc l'association a recréé, en fait, c'est pour ça qu'ils Enfin, ils l'ont pas recréé, mais parce que les pays restants, ils Ouais, étaient ils ont toujours adhérents de ils ont l'association continué. ouvrière. Mais donc, il Ils y a ont eu, continué en tant que tels. ouais, il y a eu Les centres de recréation, formation le blason tournaient a changé, toujours. enfin, Oui, c'est ça. l'intitulé a changé, le blason a changé. Mm. Et d'ailleurs, Et la réception a changé. la réception a changé. Et donc, ceux qui sont partis ont gardé Métier du cuir. Ouais. leur couleur. Leur Exactement. blason. Ouais. Mm. D'ailleurs, ça fait quoi, tu sais? Bah, ça fait quoi? Je sais que c'est compliqué parce que il y avait beaucoup d'anciens qui faisaient partie de voilà. Et puis bon, nul n'est éternel, donc ils sont plus très nombreux. Et puis du coup, la problématique de recruter des jeunes pour le renouveau de ce mouvement-là. Donc pour le moment, ça se compte sur nos 10 doigts, quoi. Ouais. Ouais, dans les dernières scissions, il y a Et donc vraiment- à voir justement la problématique pour que deviendront les archives des métiers du cuir. Ouais, parce qu'eux sont partis avec leurs affaires. Exactement. Parce que le centre de mémoire a été créé après. Oui. Ouais, en réponse au départ ou c'était déjà dans Non, les tuyaux, non, c'était déjà dans les tuyaux. Ouais, ce qui va se passer, c'est ce qui se passe dans toutes ces sociétés-là aussi. Ce qui s'est passé, c'est que où ça finit chez quelqu'un récupéré, où c'est éparpillé, ça se retrouve un jour dans En salle de vente. enchère, etc. Ou alors, s'ils font les choses correctement, ils transmettront à un autre corps de métier filiatique, on va dire, pour la mémoire Ouais. de leur société. Les boulangers, pâtissiers restés fidèles au devoir, par exemple, eux ont adhéré à la fédération pour Ouais. retrouver. Ils ont un fait les système démarches, fédéral un peu plus large. les démarches d'adhésion. Ils ont été initialement reconnus comme tels par les métiers du cuir, d'ailleurs, à l'Alliance Compagnie à Tours, dans un premier temps, comme corporation, société constituée, suivant Maître Jacques, etc. Et ensuite, les pays ont fait une démarche pour adhérer à la Fédération Compagnique, pour avoir une chance de pouvoir, que leur société puisse perdurer dans le temps, de pouvoir bénéficier justement de recrutement de jeunes, de maisons pour pouvoir les former, etc., etc. Et donc, d'ailleurs, ils avaient été, pour le parrainage d'adhésion initial à la Fédération Compagnique, ils étaient parrainés par les compagnons charpentiers des devoirs. Ouais. Qui n'ont jamais reconnu. C'était un petit initialement pied de nez à l'association ouvrière. Parce que les charpentiers C'était de n'ont bonne jamais guerre, reconnu comme on les dit. boulangers. Voilà, comme on dit. C'était de bonne guerre. Et donc, depuis quelque temps maintenant, la société des compagnons boulangers et pâtissiers restés fidèles au devoir est une société pleinement intégrée à la Fédération Compagnique. Qui fonctionne Et qui ont leur mot à dire maintenant au sein de la Fédération Compagnique. Voilà. Pour revenir un peu à toi, c'est quoi tes projets? On a fait le avant, la maison ouvrière, qu'est-ce que c'est le après? Voilà, je vais avoir 51. Non, comme je disais tout à l'heure, donc c'est maintenant ou jamais, quoi, un nouveau projet, etc. Non, j'y réfléchis justement pour voir. Moi, j'aimerais finaliser, aller au bout du centre de la mémoire, dans le sens où j'ai commencé en 2011 là-bas, mais en 2014, on m'a demandé c'était un peu dans les tuyaux déjà que Bourguignon souhaitait quitter la maison de l'outil, donc ils se sont rapprochés de moi vacances de Noël 2014, et donc je suis arrivé ici en avril suivant. Voilà. En transition à l'époque, c'était juste en attendant. T'inquiète Christophe, ça va pas durer.
Non, du tout. Mais bon, dans un premier temps, j'avais déjà refusé une fois de venir ici. Parce que je me voyais pas ici. Puis bon, après, on me dit, bah écoute, personne d'autre, quoi. Je dis, oui, mais j'ai déjà le sang dans la mémoire. Puis à l'époque, je m'occupais encore des attributs compagnoniques. Donc je dis, après, je suis pas Superman, quoi. Mais... Donc du coup, ils m'ont rappelé en disant, bah il faut que tu y ailles, t'as plus le choix. T'as pas le choix, on va pas te laisser le choix. C'est bon, bah écoute, ok. C'est mon devoir. Ok, bah j'y vais. Ah, après, c'est un beau challenge. Et puis après, bah voilà, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je voulais pas venir parce que je me voyais pas ici. Puis en fait, je me suis très vite intégré. J'ai une super équipe en plus ici. Qu'est-ce Donc qui te voilà. gênait initialement dans le fait de venir? Le fait que ce soit un Que musée, c'était justement un musée de France, collection outils. Enfin voilà, c'était pas trop mon domaine de prédilection en tant que tel. Mais donc voilà. Bon après, pour revenir au propos de tout à l'heure, c'est vrai que le fait que je sois menuisier, que j'étais à l'atelier, etc., ça m'a forcément permis de m'adapter plus vite hein, à cette maison, à cette collection, etc. Puis bon, encore une fois, j'ai une super équipe, donc voilà, j'ai très bien été accueilli et on a très vite travaillé ensemble sur différents projets et pour apporter un nouveau souffle, etc. À cette maison. Donc voilà. Donc c'est pour ça que bon, il y a cette notion importante, je pense, de renouvellement qui est nécessaire justement pour pas tomber dans la routine. ouais. C'est très compliqué pour un musée de justement se réinventer ou rester Ouais, c'est ça. De toute moderne, façon, attractif. on voit très bien les musées qui fonctionnent bien et ceux qui fonctionnent moins bien, sans, sans vouloir offenser mes, mes confrères dans les musées, mais les concerts dans les musées. Voilà, ceux où ça se renouvelle régulièrement, il y a toujours une dynamique assez importante, etc., qui est là, parce que justement, un œil nouveau, nouveau peps, etc. Donc c'est vrai que ça donne de l'entrain, de l'envie aux équipes, etc. Parce que si le conservateur, lui, voilà, il est dans la routine, pardon, forcément après ça se ressent dans l'équipe et tout le monde va la tomber dans la routine. Puis là, on va être Ouais, t'attends le pépère, visiteur. pépère, on attend le visiteur, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, même pour les équipes en place, que voilà, il y ait du renouveau. Donc c'est vrai que nous, chez les compagnons, les gâches, hein, c'est 3 ou 5, renouvelables une fois. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est des fois, même si c'est contraignant quelquefois, parce qu'on aimerait que les choses aillent un peu, enfin, que les personnes restent un peu plus pour aller au bout de tel ou tel projet. Bon, c'est comme ça, mais c'est important. Voilà. C'est quoi le plus grand changement, la plus grande nouveauté que tu as apporté toi au musée sur ton passage? Oh. Parce que moi j'ai du mal à voir Aucun. le changement. Non, mais j'ai du mal à voir le changement parce qu'en fait une fois que tes vitrines sont établies comme on l'a vu, Ouais. là tout à l'heure tu disais que pour rentrer notre métier c'était un peu mission impossible parce On peut pas pousser les murs, ouais. Du coup qu'est-ce que tu peux apporter de plus Tout l'à côté. À C'est-à-dire côté, dans la scénographie, dans les projets, muséographie, etc., d'accueil, modernisation. Là, on travaille sur justement des boards interactives pour présenter les outils, les métiers. Ce jeudi, j'ai une réunion justement avec, voilà, où on va faire plus d'une quasi 60 petits films sur le geste de métier en lien avec nos collections qui vont être intégrés au board interactif pour voir un peu le geste de métier, l'environnement, etc. Donc voilà, c'est ce genre de projet qui permet aussi de recréer une certaine dynamique, Ouais. etc. Donc voilà, mais moi,
Je suis pas comme certains présidents de la République qui ont fait un musée, qui ont fait un pont, qui ont fait une pyramide, qui ont fait ceci pour marquer l'histoire. Moi, je m'en fous royalement. L'important, c'est que tu as une mission et tu fais ta mission. Et puis la plus humblement possible. Et puis voilà, le plus important, c'est pas soi, c'est l'ouverture à chacun et que tout le monde s'y sente bien dans cette maison. Voilà. Et puis que tu partes avec un musée en meilleure santé que tu l'aies trouvé. Ou Bah, en tout cas en aussi bonne santé. Mieux, c'est mieux. Mieux, c'est mieux. Mais moins bien, c'est pas bien. Ah, exactement. Mais bon, on a toujours une progression constante du nombre de visiteurs dans la maison. Donc on se dit que on n'est pas trop dans le faux, quoi. Ouais. Tu vois. Donc voilà, c'est ça le plus important et qu'on puisse nous connaître en France, mais en Europe, mais dans le monde entier. Une relation avec un conservateur du musée Takenaka à Kobe au Japon sur la charpente menuiserie. Il est venu plusieurs fois ici. Il y a un élément d'exposition qui a été conçu justement à ce musée pour présenter le compagnonnage. Donc il y a un mannequin en large au colletin avec la couleur, d'ailleurs que bon, ils l'ont mis à l'envers, donc j'espère que depuis ils l'ont remis à l'endroit, mais bon, ça c'est pour la petite anecdote, avec la canne, quelques outils, quelques pièces pédagogiques, et puis une borne interactive avec du geste de métier, etc. etc. Quel intérêt d'aller présenter le compagnonnage dans un musée au Japon? Ça apporte Quand on voit la tradition du métier manuel au Japon, toi en France, on a les maîtres d'art et leurs élèves. C'est copié en fait sur le modèle japonais. Au Japon, tu as les grands maîtres qui sont, voilà, c'est le grade suprême en fait dans un métier, une reconnaissance de tes pairs. C'est même pas comment on pourrait. Non, c'est culturel, mais voilà, pour c'est répondre culturel. à ta question, c'est comme quel serait l'intérêt de présenter le charpentier japonais ici en fait. C'est différent, c'est une autre culture, c'est ça. différentes techniques. Alors, ça va C'est plus- d'autres outils, c'est d'autres assemblages, c'est d'autres Ça va parler voilà. un peu plus aux gens de métier français pour une exposition japonaise par exemple. Après, c'est intéressant de voir la diversité de l'outil par exemple. Donc là, tu as déjà beaucoup d'outils ici, mais montrer que malgré cette diversité qui en fait est française ou européenne, tu peux avoir 3 fois le même musée si tu mets des outils asiatiques par exemple, parce que les méthodes sont pas les mêmes, donc les outils sont adaptés à leur méthode. Et pour parler de la charpente nippone, japonaise, les méthodes, les techniques, le système est complètement différent. C'est-à-dire que notre système, nous, de pensée franco-européen de charpente n'est pas du tout le même au Japon. Donc c'est ça qui est intéressant. De toute façon, il y a peu de différence entre le menuisier et le charpentier. Là-bas. D'ailleurs, ils disent que c'est le même métier. C'est le même métier. Donc bon. Ouais. Mais après, voilà, le but, c'est de faire rayonner cette maison à l'international. Voilà, on est consulté aussi dans... Moi, je l'appelle le petit Louvre de l'ouvrier, la maison. Voilà, c'est le petit Louvre pour l'ouvrier. Voilà, c'est le Louvre de l'ouvrier. Et c'est aussi un conservatoire des métiers. Donc, il y a des chercheurs. Moi, quand j'étais à l'encyclopédie, d'ailleurs, je suis venu ici consulter des ouvrages dans le cadre de la rédaction de mon premier sujet sur l'histoire et l'évolution des assemblages en menuiserie. J'ai consulté des ouvrages ici. Voilà, avec le père Pierret, parce qu'il y avait un autre père jésuite qui était ici, le père Pierret, qui est décédé aussi depuis, mais lui, il est resté pendant longtemps ici à la maison, était présent. Je l'ai connu, moi, quand je suis arrivé directeur ici, il était encore en vie. Donc, on a travaillé ensemble sur bien des sujets, et donc voilà. C'est quelque chose d'important, cette connaissance, cette richesse, On peut visiter quand du coup? Petit coup de promo. Alors en saison haute, de début avril à fin septembre, c'est 7 jours sur 7.
9h midi, 14h, 18h. Et en saison basse, donc vous l'avez compris, donc le début octobre à fin mars, on a le jour de fermeture le mardi, donc c'est fermé au public le mardi. Ok. Après, voilà. Et donc pour finir les propos juste avant, c'est que donc il y a des chercheurs qui viennent ici, et donc on est régulièrement consulté aussi dans le cadre de recherche. On a été notamment approché par une archéologue américaine qui était en train de fouiller une épave voilà, dans les Caraïbes, et puis ils sont tombés sur une crémaillère en fer avec des fleurs de lys dessus, etc. Et donc ils savaient pas ce que c'était. Et donc elle a tapé sur le net, elle est tombée sur nous, et puis elle nous a envoyé des photos. Et puis moi j'ai répondu, je dis oui, ça c'est ça, c'est un cric, voilà, de tailleur de pierre qui sert au levage ou à l'étaiement, etc. Et donc elle nous a demandé, suite à ça, elle était ravie comme tout. Et puis elle nous a demandé d'écrire un petit mémo sur comment on l'utilise, etc. Donc on lui a envoyé, puis ça a été versé au dossier en fait de fouille de l'épave. Et donc c'était sur la dernière strasse de fouille. Et la finalité, ils ont retrouvé la cloche en fait de la frégate française qui avait été piratée, comme on dit. Et donc ils ont pu clôturer le dossier comme ça. Voilà. Mais au départ, c'était le dossier, le mémo sur le cric qui a influencé en fait que l'épave était une frégate française. Oui. Bon, après ils ont trouvé la cloche, donc il n'y avait plus d'ambiguïté. Ouais. Ouais, il n'y avait plus de doute. Tes joints, du coup. Mes boucles d'oreilles. Tes anneaux, tes boucles. Comment tu dis tes boucles? Comment ça? Donc t'es un compagnon jointé. Ouais. On a pris du coup un peu l'habitude de demander à ses compagnons qui portent les joints. Quelle importance pour toi avaient les joints en général? Alors les tiens si tu veux donner du détail, mais voilà, le symbole du joint. Pour les menuisiers, parce que Périgord, le vif argent nous disait que chez eux, c'était pas, ça faisait pas partie de leur rituel. Donc les pays pouvaient les porter s'ils voulaient, mais c'était pas, voilà, historiquement pour eux, il n'y avait pas de joint. Donc Nous non plus. Donc vous non plus? Non. Bon. Historiquement, les compagnons menuisiers portaient pas les joints. Ouais. Après, il s'est avéré que dans les années entre-deux-guerres, il y a des compagnons qui menuisiers, donc on dit pourquoi nous on pourrait pas porter les joints. Donc personne s'y oppose. Ça se fait. Hop, voilà, ils se posent les joints. Le temps se passe. Et puis en 1972, il y a des compagnons qui se disent mais attendez, pourquoi les anciens ils sont jointés, puis nous on peut pas être jointés? Parce que c'était pas dans les usages. Et donc de là, un de ses anciens compagnons jointés, donc le pays Morin, Pierre Le Saintonge, qui était capitaine, compagnon menuisier, sédentaire à côté de La Rochelle. Il a fait tout un petit dossier justement sur le port des joints chez les menuisiers, le pourquoi, le comment, etc. Ce qui a permis plus ou moins d'officialiser le jointage chez les compagnons menuisiers du Douar. Donc dans les années 70, entre 72 et 78, il y a pas mal de compagnons qui se sont jointés du coup chez les potacoles, puis quelques-uns chez les ébénistes aussi. Et après c'est retombé un peu dans les en désuétude. Et puis jusqu'en 99 2000 98-99 pardon, où un compagnon a souhaité porter les joints, et donc des compagnons lui ont dit il faut écrire quelque chose. Donc il a repris un peu les mémos
de Pierre Le Saintonge. Il a écrit quelque chose et moi 3 ans après je suis arrivé et puis j'ai demandé à porter les joints aussi et donc on m'a demandé d'écrire en fait les usages chez les compagnons menuisiers qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Alors seules les conditions pour pouvoir les porter ont changé au congrès dernier. Ils ont les compagnons, enfin où ça va se faire là cette année, je sais plus. Ça a été présenté, mais je crois que ça va être acté là à ce congrès que seuls les compagnons finis pourront porter les joints et non plus les compagnons capables. D'accord, donc c'était... Voilà. Parce qu'à la base, c'était que les compagnons finis qui pouvaient les porter. Et ça a changé pour moi. Dans la phase du rituel, etc. Et dans ce qu'on a écrit. Et donc là, les compagnons, les membres de la veille au rite, etc., ont souhaité changer cela et de revenir au fait d'être compagnons finis pour pouvoir les porter. D'accord, donc voilà. compagnon fini. Par rapport à ta réception, tu es sur quel delta temps et En fait, c'est pas forcément un delta temps, c'est un delta d'investissement dans la chambre dans laquelle tu es, auprès des jeunes, dans ton métier, mais aussi à l'ouverture aux autres, à la communauté, etc. Ce qu'on demande pour l'état de compagnon fini, l'ouverture à la cité. Et aussi d'avoir pris des gages au sein de ta chambre, donc d'avoir été roller, d'avoir été premier compagnon, pour pouvoir être reconnu compagnon fini. Voilà. D'accord. Et à partir de là, donc ça peut aller assez vite, on va dire. Oui, tant que tu es actif, exactement. toutes les lignes. Moi, j'ai été jointé en 2002, toi. Ouais, mais du coup, tu étais compagnon capable. Ouais, j'étais pas fini. Ouais. Donc tu as choisi toi. J'ai été fini 4 ans après. Il y a des anciens, ils attendent encore. Oui. Malheureusement, parce que c'est c'est un petit bémol que je peux mettre. C'est que pour moi, l'état de compagnon fini, c'est pas quand tu as 50 ans ou 60 ans qu'on te reconnaît compagnon fini. Parce que compagnon fini, c'est pas la fin en soi, quoi. C'est aussi le début d'autre chose. Oui. Donc voilà, c'est ce qui est trompeur dans le terme. Voilà, c'est ce qui est trompeur dans le terme, la finition ou compagnon fini, la finition comme on le disait avant. C'est le finissage chez nous. Donc la finition, en fait, c'était t'as fini ton Tour de France, quoi. Et tu t'intègres l'ouverture à la cité, t'intègres la vie active. Tu t'établis, tu fondes ta famille, etc. Et tu rayonnes et tu transmets le compagnonnage à chaque instant, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, et non pas une reconnaissance. Bon, c'est bien, ça fait 30 ans que tu es là, tu es bien installé, t'as ta baraque, t'as ta famille, tes enfants. Change de voiture, Bon, t'es bien présent, donc t'es en règle déjà, t'as payé ta cotisation, c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, donc t'as bien œuvré, etc. Bon, allez, on va te reconnaître qu'on peut en finir. Pour moi, c'est une aberration, ça. Ouais. Pour moi, il faut que pour les menuisiers, je parle pas pour les autres corps de métier. Chacun a ses us et coutumes et ses différents. D'ailleurs, il y en a qui reconnaissent pas cet état-là. Bien sûr, oui. Voilà, donc bon. Nous, pour les menuisiers, moi, ce que je dis toujours, c'est que entre 5 et 7, après, une fois que tu as fini ton Tour de France, c'est bien. Voilà, parce que ça te laisse le temps de t'installer, parce qu'on te demande quand même un investissement. Et puis, dans les us et coutumes chez nous, on a un petit travail à réaliser quand même. Donc, pas professionnel, mais de réflexion sur le symbole, etc. Donc voilà, il faut prendre le temps et de le faire correctement. Donc il y a ce petit tap de temps-là de 5-7 ans, ouais. Ça sera bien. Ouais. Le Mais terme après, joint, c'est pas moi qui... ouais. Le terme joint, c'est quelque chose qui revient en ce moment. Là. Le terme joint lui-même, ce terme,
qui nous est Hmm. cher, Ouais. tu le dates de quand? C'est difficile parce qu'encore une fois... Alors, tu le dates de quand, pardon, dans le compagnonnage? Ouais, j'ai bien compris. Dans le compagnonnage, c'est difficile à dire parce qu'il n'y a aucune archive là-dessus. Donc, beaucoup ont spéculé sur des dates, etc. Mais moi, comme je dis toujours, il ne faut pas avoir qu'un document qui a été écrit comme ça Ouais. au coin d'une table à une telle période. Il faut avoir plusieurs documents, plusieurs sources différentes qui permettent d'attester. Voilà. On a des rapports de police qui expliquent que des compagnons lors des rixes, parce que beaucoup d'archives historiques, on les trouve dans les archives de police en Ouais. fait. Quand les compagnons se Manchotte. se castagnaient parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec telle ou telle corporation ou par rapport à leurs devoirs. Toi, tes devoirs de liberté, je t'aime pas, boum. Ouais. C'est comme on dit, les devoirants, on est de la droite. C'est pas une question politique. Ouais. C'est parce que les devoirants, les maîtres avaient considéré que les devoirants travaillaient rive droite. Mm. Et les devoirs de liberté, rive gauche. Donc voilà, c'est simplement ça. Ouais. Et dans la légende aussi, ça c'est avéré, mais dans une légende liée à cela, c'est qu'on dit les ponts en pierre, parce que il y avait qu'un pont en dur en fait dans les villes en question, qui avait une marque au milieu du pont, et que si tel ou tel dépassait cette marque, boum, il y avait agression. Ouais. On se croirait dans la géopolitique d'aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, mais pour revenir au joint, donc c'est dans ces écrits-là, donc du milieu 19e, où on a quelques annotations liées à compagnons qui a des boucles d'oreilles. Mais c'est ça, on Voilà. les appelle pas joints. Non, on les appelle pas joints. Ouais. On dit des anneaux en or, voilà, parfois avec des pendants, avec une notion d'outil. Ouais. Voilà. Mais le mot joint en question, c'est très contemporain. C'est très, très contemporain, Ah oui, oui. et ça s'est globalisé C'est ça. il n'y a pas si longtemps. En fait. Ouais. Nous, sur nos plus vieux textes, comme sur les plus récents, qui sont assez vieux quand même, on parle jamais de joint. Et quand Ah on non. parle de percer l'oreille ou d'anneau, c'est une boucle, quoi. Enfin, exactement, tu mets les outils ou pas. Ouais. Et en Le te pendant, disant, comme on dit. Ouais. Voilà, ou des breloques. Ouais. Si tu mets des pendants, tu risques de te faire arracher les oreilles. Par contre. D'où votre surnom, les coupeurs d'oreilles. Voilà, et ça, Pour vos amis boulangers. J'ai qui l'ont mérité. une petite question de fin qui me semble que j'ai posée la dernière fois. Qui est-ce que tu nous recommanderais pour un podcast? Quel invité tu verrais bien sur la chaîne Grain de Vérité? Ça fait plaisir d'entendre. Alors là, bonne question. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein, mais... Jean Philippon, Bah Laurent oui. Bastard, Voilà. bien sûr. Évidemment. Nos amis... Laurent Boursier, forcément. Voilà, il faudra aller dans la Dacha, en Russie. On ira dans la voiture. Mais après, je pense que je donnerai pas de nom comme ça, mais je pense que ça serait important aussi de faire un grain de vérité avec un jeune apprenti qui est en 2e année, avec un jeune itinérant qui est aspirant en 2e année, on va dire. En complément, pour voir un petit peu en parallèle par rapport à ce que nous on dit les plus anciens, par rapport aux diverses générations que vous avez pu interviewer, d'avoir leurs mots et qui puissent parler en fait de ce qu'ils vivent au quotidien sur le Tour de France en tant que tel, hein, et non pas parler comme nous de l'ancien temps. Mais donc je pense que ça serait intéressant d'avoir aussi cette notion avec des jeunes de diverses sociétés, à la fédération, à l'Union compagnonique, hommes et femmes, voilà. C'est prévu en fait, c'était même l'idée initiale en fait. Ah bah c'est très bien. Sauf qu'au départ, tu sais, bah tiens, Bah oui. on fait les frangins. Ouais, c'est sûr. On fait les frérots. Voilà, je préfère frérot que frangin. On fait les c'est pas les mêmes.
c'est pas la même chose. Voilà. Et donc, ouais, enfin. Mais l'idée initiale, c'est, dans la grande idée, c'est de donner la parole au compagnon, point. Sans forcément mettre de filtre. C'est-à-dire que le compagnonnage, c'est une histoire d'hommes et de femmes. Tout à fait. Et il y a tellement et d'incompréhension, et d'abus de langage, et de faut pas faire, tu sais, qui en réalité sont pas fondés. Et donc c'est ça, mais c'est ce qui fait aujourd'hui que quand on regarde les commentaires, hein, où certains, on se fait taper dessus parce que tu sais, faut pas dire ça, faut pas dire ci, faut pas parler de ça, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de secret, on parle pas de grand chose de très très compliqué. Mais oui, donner la parole aux jeunes, bien sûr. On va commencer par un jeune à nous qui est en train de tailler la réception. D'accord. Faire un Très bien. avant-après. Avant-après réception. D'accord. Bien sûr. Donc d'ailleurs, appelle ceux qui sont intéressés, ça nous intéresse aussi. Quel que soit le métier, quelle que soit la société. Par contre, Évidemment. tu sais que Champagne va se retrouver dans les commentaires, du coup, parce qu'on va dire prog, récep. Ah mais, non mais moi je vais faire un On va se montage. rattraper dessus, là. Je vais faire un montage où Christophe Le Champagne parle de boucle. Ah mais ça. Non. En tout cas, merci pour ton accueil. Bah, merci à vous d'être Merci, d'être venu. On n'a pas touché un dixième de ce qu'on voulait faire, mais merci beaucoup. d'être venu voilà, dans cette belle maison. Puis venez à la maison ouvrière de la pensée. Non, Maison maison d'outils l'outil de la pensée ouvrière. Voilà. Moto, va c'est y arriver. plus simple. Merci Ouais. Christophe. Bah, merci à vous. Et puis, longue vie, un grain de vérité. Merci. N'hésitez pas à vous abonner à notre page pour ne rien rater des prochaines vidéos et soutenir notre travail. Chaque écoute compte et chaque abonné nous donne la force de continuer. Merci à vous et à bientôt.